Bien le bonjour. Normalement, vous devriez m'entendre et me voir. Donc voilà, ça va être le début du coup de ce webinaire. Bienvenue aux 40 personnes qui sont ici avec nous ce soir. J'espère que tout marche bien, j'espère qu'il y a du son. Surtout, est-ce que vous voyez mon écran? Toujours. Donc là, normalement, oui. Toujours, toujours. Hop, hop, hop. Et voilà, on va commencer à être prêt. Tac. Alors, on va commencer d'ici quelques petites minutes. Ok. Je ne sais pas si je peux voir vos questions en live. Est-ce qu'il y a des échanges en live? Est-ce que des gens peuvent marquer des choses en mode ça marche pas? Oui, oui, salut, salut. Ok, d'accord, c'est bon, je vois tout le monde. Cool. Ok, donc là, je peux voir. D'accord, c'est bon. Oui, je vois ce que vous écrivez. Oui, oui, ok, bon, c'est bon. Salut mon pote, c'est Thomas. Salut Thomas. Cool. Eh ben, c'est top. Je vous vois tous. Tout marche bien. On va commencer d'ici une minute, je pense, histoire de que les gens, les retardataires arrivent. Quand on est 50, c'est cool. Très, très cool. J'entends le son vraiment très faible. Est-ce normal? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il faut que les autres me disent si c'est très faible. Si c'est très faible, je peux augmenter le gain ou faire quelque chose. Attends. Ou c'est peut-être toi qui as mis le son pas assez fort. Est-ce que c'est mieux là? Non, c'est bon pour moi. On t'entend bien. Bon, bah alors c'est bon. Cool. Écoutez, c'est 18h02. On va commencer maintenant parce que du coup, on n'a qu'une heure. Donc, je sais parler de toute la conception des effets spéciaux d'un film en une heure, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de métiers. Vous allez voir, je vais vous donner des noms de métiers. Je ne vais pas pouvoir tout explorer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais je vais essayer de vous donner un maximum d'informations en peu de temps. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, je vais me présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Atom. Voici mon joli logo. Et du coup, moi, je fais des vidéos sur YouTube et je fais de la vulgarisation d'effets visuels au cinéma. Donc, moi, je m'amuse avec mes potes à faire des courts-métrages et faire des effets spéciaux, effets visuels, pardon, c'est pas la même chose. Et du coup, aussi, j'explique comment ils font au cinéma pour faire tel et tel effet de vos films préférés. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que je vous explique un petit peu comment ça marche au cinéma, tous les corps de métier, et peut-être, pourquoi pas, vous donner l'envie de faire des effets spéciaux. Donc, je remercie encore, avant de commencer, BenQ d'avoir organisé ça. C'est très cool. On travaille ensemble et ils m'ont proposé de faire ça pour vous parler donc, des effets spéciaux. Donc, c'est très cool. Donc, maintenant, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai préparé des petits diaporamas et on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, c'est les logiciels utilisés et pourquoi. Il y en a plein qui me demandent, du coup, quels sont les logiciels pour faire telle chose au cinéma et tout ça. Et vous allez voir qu'il existe beaucoup, beaucoup de logiciels avec chacun des spécificités, voilà. Et il existe donc, vous allez voir que moi, j'utilise absolument pas les mêmes logiciels qu'au cinéma et je vais vous expliquer dans le dernier point pourquoi. On va commencer maintenant. C'est parti. Alors, du coup, les logiciels utilisés. Alors, je vais regarder, je vais ouvrir mon petit diapo. Ouais, j'aime pas trop les présentations diapo, moi je suis JPEG, donc voilà comment je fais. Donc, les logiciels. Voici à peu près les logiciels clés quand tu bosses, on va dire, dans le cinéma et je vais vous expliquer un par un à quoi ça sert. Ben, écoute Nicolas, ton son est beaucoup trop faible, mais les autres ça marche bien. Donc je suis désolé, il faut que tu augmentes le son, mon vieux. Du coup, alors là il y a les logiciels. Donc premièrement, le hard surface et l'animation. Déjà, c'est quoi ce mot hard surface? Alors je vais vous montrer tout de suite ce que c'est le hard surface. J'ai préparé des petites vidéos exemples. Hop, tac, 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 bim, tac, on voit là bientôt, bientôt j'espère. Alors. Ah bah non, je n'ai pas le truc de hard surface. Pourquoi il est où? En gros, le hard surface, c'est la modélisation d'un objet. Mais la modélisation d'un objet à partir d'un cube. Donc le hard surface, c'est ça, c'est prendre des faces, par exemple, d'un cube. On part d'un cube, d'un cylindre ou d'autres formes. Et ensuite, on va extruder des formes pour obtenir du coup une modélisation finale. Donc ça sert à ça, en gros, le hard surface. Et le hard surface, du coup, on utilise le logiciel
Maya. Maya, c'est le logiciel maître, on va dire, en art surface. Il est étudié pour faire des modélisations art surface, donc modéliser des objets. Ça veut dire des objets comme par exemple, je sais pas moi, cette caméra, ce GH5. Ça, c'est du art surface parce qu'il y a des edges, on appelle ça des edges, des côtés, en gros, des espèces de faces ultra sharp. Donc très droit, très lisse. Donc ensuite, parlons des FX. Les FX. Les FX, c'est quoi? Les FX, c'est Houdini. Houdini, c'est le logiciel maître, on va dire, dans les effets spéciaux. Je vais vous poser des petites vidéos, là par contre, j'en ai préparé. Donc, Houdini, c'est un logiciel pour faire des effets visuels, donc des simulations, par exemple, voilà, tout ce qui est explosion, simulation de débris, de particules, c'est un petit peu tout ce qu'il y a de tape à l'œil, un petit peu dans le cinéma. Voilà, et Michael Bay, allez, c'est parti. Et du coup, en gros, c'est ça, voilà, des éclairs. Donc ça, c'est un showreel de Houdini. Un showreel, en gros, c'est une présentation de ce qu'on peut faire avec leur logiciel. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez peut-être sans doute reconnaître des films. Donc voilà, là, c'est Houdini. Donc je vais vous expliquer un petit peu Houdini. Quel est ce logiciel? Donc moi, je l'utilise absolument pas parce que moi, à mon époque, Houdini n'était pas du tout, mais du tout reconnu. Il était utilisé en prod, mais haut level. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était du 3ds Max, Maya, un peu tout ça, quoi. Blender un petit peu aussi. Enfin bref, ça, j'en parlerai après. Mais en gros, Houdini, c'est ça. C'est un logiciel de particules, de simulation. Et en gros, ça va marcher en nodal. Qu'est-ce que c'est le nodal? Le nodal, en fait, c'est ce que tu vois ici, en bas à droite de Houdini. Houdini est payant, oui, mais je crois qu'il y a des versions étudiantes, donc gratuites, je crois, mais c'est limité, du coup, tu ne peux pas vendre ce que tu fais avec. Et en gros, dans cette fenêtre ici, donc, tu as des nœuds. Et ça, c'est des nodes. Et en fait, c'est une façon de réfléchir où tu vas par exemple, la boîte, ça, c'est en gros une boîte, une modélisation que tu vas connecter dans un copy to point. Et de l'autre côté, tu auras par exemple des modifications que tu vas pouvoir fusionner avec cette boîte grâce à ce node. En fait, c'est des façons de relier. Et en gros, il y a aussi le layer. Donc là, on est dans After Effects et le layer, en fait, c'est des calques. Comme tu peux le voir, c'est des calques qui se superposent. C'est à peu près ce que les gens connaissent. C'est le layer. Et en fait, pourquoi moi j'ai appris Adobe After Effects plutôt qu'Houdini? Bon, déjà parce qu'Houdini n'était pas trop, voilà. Et aussi parce que le nodal fait extrêmement peur, mais vraiment, vraiment peur. Donc j'ai préparé des petites choses marrantes à vous faire voir. Donc ça, c'est une arborescence Nuke typique, ou par exemple ici aussi, j'en ai préparé. Il y a même un site de compilation de nodes affreux de Nuke. Et parce qu'en fait, ce que tu vois là, c'est par exemple pour incruster quelqu'un sur un environnement. En gros, je te dis ça, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais et en gros, tu peux zoomer à l'intérieur et à l'intérieur, tu auras, quand tu double-cliques sur un de ces petits points que tu vois ici, eh bien, tu auras encore une arborescence peut-être. Donc, c'est vraiment, ça fait peur en fait au début. Et tu n'as pas du tout envie d'apprendre ça, à part d'avoir un formateur voilà, dans une école privée ou que tu as une bonne formation pour te former à ça. Mais sinon, tu vas commencer avec du layer. C'est totalement logique. Et quand tu auras appris le layer à fond et que tu devras passer sur du nodal si tu veux apprendre à faire des effets spéciaux au cinéma, eh bien, tu vas forcément passer sur du nodal parce que le nodal, c'est un peu le standard au cinéma. Voilà. Ce que je ne fais pas, MDR. Donc voilà, Houdini, c'est ça en gros, c'est savoir faire du coup des simulations de ponts qui s'écroulent, de magiciens, des éclairs, tu vois, tous les trucs qui requièrent de la simulation. Donc encore une fois, c'est un logiciel où tu vas attendre parce que il y a en fait, ce logiciel dépend beaucoup de tes statistiques de PC et du temps que tu as parce que tu vas appuyer sur play et tu vas devoir attendre. Donc voilà, tu vas attendre, tu vas attendre, tu vas attendre parce qu'il va simuler des caches et ça va être long. Voilà. Du coup, passons à un autre logiciel. Le compositing. Donc le compositing, c'est quoi? Eh bien, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu en parallèle des choses. Donc là, je vous explique le compositing, qu'est-ce que c'est, mais je vais vous montrer après le parallèle. Donc le compositing, c'est Nuke. Donc Nuke, c'est un logiciel donc, qui marche avec le nodal. Donc c'est les arborescences que je vous ai montré qui font flipper là, ce genre de truc. Et Nuke, en fait, ça va me permettre en gros de rendre en 3D, de rendre joli en fait une modélisation 3D qu'on a incrustée dans notre image ou de faire des correctifs, d'enlever les fonds verts, tout ça. En fait, ça va être la partie en fait de connexion entre la 3D et le réel. C'est la passerelle en fait qui va nous permettre d'incruster l'un et l'autre pour que ça marche bien. J'essaie de répondre aussi aux questions. J'avoue, j'avais essayé un logiciel qui utilisait ce système nodal, alors je suis habitué au calque, je n'avais rien compris. Mais oui, c'est normal parce qu'au début, tu comprends rien, mais c'est après, voilà. Houdini niveau texture, c'est plutôt
bien aussi, oui, il y a des moteurs de rendu, il y a Redshift, il y a Mantra, il y a même des nouveaux moteurs de rendu qui sont sortis dans la version 18, mais c'est très bien aussi. Tu peux totalement faire des rendus avec Houdini, ça marche très bien. Est-ce que tu choisis le gagnant? Bon, ça, c'est pas le sujet. Du coup, là, donc, je vais vous montrer un petit peu comment partir de ça et aller à ça. Donc, vous montrer comment on peut partir donc d'une image toute simple à incruster des carapaces Mario Kart. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. Donc, le compositing, ça sert à quoi? Je vais vous montrer un après l'autre à quoi ça sert. Donc, le compositing, moi, je le fais dans After Effects parce que j'ai une licence After Effects et Nuke. Je vous conseille pas de le craquer parce qu'ils vont vous retrouver. Ne craquez absolument pas Nuke, c'est pas bien du tout parce que Nuke est vachement, voilà, il regarde vachement, donc ne craquez pas Nuke. Utilisez Nuke quand vous avez l'argent de vous l'acheter, d'accord? Ça, c'est les petits conseils pour les débutants parce que je vous donne des conseils d'utilisation, mais des conseils aussi de, voilà. Bon, du coup, là, on a notre plan de base, d'accord? Et du coup, on va incruster, par exemple, une carapace. Donc là, c'est le rendu de base que j'ai fait dans 3ds Max. Je vous montrerai après au fur et à mesure. Donc là, c'est les carapaces. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe déjà. Là, on peut voir que, par exemple, les noirs ne sont pas au même niveau de noir. Les saturations, c'est beaucoup trop saturé. Donc le compositing, en gros, c'est le métier en fait de VFX artiste. VFX artiste, en gros, le compositeur de, par exemple, avec des effets très basiques. Hein, là, j'ai fait que 2 effets parce que j'ai fait ça cet après-midi. J'avais pas le temps. J'ai fait un effet de niveau. Et là, tu vois, déjà, dès que j'active le niveau, tu as les couleurs qui sont un peu plus aplaties, qui correspondent un peu mieux à l'environnement ambiant. Donc ça marche déjà bien. Donc une petite technique de compositing, quand vous allez passer de rouge vers bleu, moi je vais dans les couches rouge vers bleu et j'essaye de matcher en fait des contrastes dans les rouges, les verts et les bleus, tac, pour que ça marche à peu près bien normalement. Et ensuite, une fois que je repasse dans mes RVB, ça marche très bien. J'essaie de répondre aux questions, de toute façon on a le temps, hein, c'est que 12 au final. On a bien le temps, je peux vous parler. J'utilise Houdini depuis 3 mois. Il faut reconnaître que le nodal est vraiment bien, une fois bien compris, et permet de revenir sur toute la pipeline sans avoir tout à refaire. Oui, et là, Julien, tu viens de dire le mot pipeline. Et ça, c'est un mot, en gros, la pipeline, c'est toute ta façon de travailler, en gros, l'architecture de ton travail. Et en fait, le layer est assez, pas destructif, tu peux toujours revenir, mais c'est beaucoup plus simple, en gros, de faire une action dans le nodal. Tu fais une action, imaginons tu as un cube, tu lui fais une modification avec, je sais pas, des trucs, tu les connectes jusqu'à la fin. Et en fait, imaginons, il y a ton patron qui dit non, il faut tout que tu recommences. À la place du cube, tu mets une sphère. Eh bien, tu peux revenir dans ton arborescence, tu remontes en haut et tu remplaces ce cube par une sphère et après, tac, tout automatiquement, tout se refait automatiquement. Que là, dans le layer, il va falloir rentrer dans des précompositions. Enfin, c'est un bordel monstre. Alors que dans le nodal, tout se répercute très rapidement. Donc, c'est l'avantage du nodal. Et en fait, moi, quand je bosse sur YouTube, il y a des pros, on va dire, des effets spéciaux qui viennent me voir et qui me font tu fais pas vraiment des effets visuels, tu fais ça avec After Effects et pas Nuke ou Houdini. Eh bien, le truc, c'est que chaque logiciel a son échelle de prod et donc de pipeline. Et moi, j'utilise pas du tout Houdini et After Effects parce que j'en ai absolument pas l'utilité. Moi, il n'y a pas 300 personnes qui bossent avec moi, je suis seul. Donc, pour tous mes changements, c'est beaucoup plus simple pour moi de les effectuer sur After Effects et sur Houdini. Apprenez Houdini si vous êtes vraiment sûr de vouloir faire ça dans votre profession, donc effets spéciaux. Si vous êtes débutant et que vraiment tu te dis je veux faire des effets spéciaux dans ma vie, eh ben, tu vas sur Houdini et Nuke parce que tu dois apprendre à travailler pour que quand tu seras entouré de 300 autres artistes, ton arborescence soit facile à manipuler pour avancer. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, Houdini, c'est le feu. Moi qui suis dans le domaine du jeu vidéo, je commence à l'utiliser de plus en plus pour faire du procédural. Oui, eh ben, procédural, ça c'est un autre mot. Bon, voilà, on va commencer à rentrer dans les bordels. Mais en gros, voilà. Là, donc, j'ai rajouté donc, cette espèce de color correction. Donc, on a essayé de killer un petit peu les contrastes, les couleurs, tout ça. Dans les ombres, on a un peu plus de bleuté. Enfin, voilà. Et il y a un autre petit souci, c'est que regarde les zones orange ici. Elles sont beaucoup trop saturées, par exemple, des oranges des feuilles. Et c'est un problème, par exemple, du film Sonic. Les verts étaient trop saturés sur Sonic. Enfin, l'intégration était dégueulasse. Et en gros, quand tu rajoutes, par exemple, un effet de teinte, tu vois, tu peux désaturer un petit peu tes carapaces pour que ça matche mieux. Donc là, tu vois, on passe de ça à ça. Donc ça marche beaucoup mieux, l'intégration marche beaucoup mieux. Et en gros, c'est ça le compositing, c'est de un peu récupérer les erreurs qui se sont passées en 3D, en gros, et incruster aussi des personnes sur des fonds verts, mettre des feux, des explosions, voilà, tout ça.
Dans quel cas on peut utiliser Substance Painter ou Designer? Alors, Substance Painter ou Designer, c'est un outil de texturing, j'y reviendrai après. Repense à me poser la question après. Pour des petits projets payés, mais avec lesquels on veut vraiment de bons effets, tu conseilles After Effects ou Dini? Ça dépend sur quoi tu travailles. Mais si tu es seul, moi, je te conseille After Effects. Mais tout dépend de la complexité aussi de ton effet. Houdini et After Effects, c'est pas du tout la même chose. Tu confonds. Houdini, c'est un logiciel de fumée fixe, de FX, donc de simulation de particules, tout ça, et After Effects de compositing, comme je te l'ai dit. Compositing. Donc là, on parlait de Nuke. Mais Nuke, c'est le logiciel de production film Hollywood. Et After Effects, c'est, on va dire, l'échelle YouTube ou petite prod, petite boîte comme la pub, et les choses comme ça. Eux, ils utilisent souvent After Effects parce que c'est des choses beaucoup plus petites à prendre en main et du coup, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est parti, on va continuer un petit peu. Maintenant, il y a la modélisation. Alors, la modélisation, je vais vous montrer tout de suite une petite vidéo que j'ai trouvée qui est géniale. Donc, ZBrush, c'est quoi? ZBrush, ça va être un outil de modélisation, mais pas du tout Art Surface. Donc, on ne va pas partir d'un cube. Là, ZBrush, ça va être partir par exemple d'une sphère. Et là, comme vous pouvez le voir, on va étirer notre sphère. En fait, c'est comme si tu as déjà fait de la sculpture sur Terre, tu prends une boule de terre et tu la tires, tu la lisses, tu la sculptes en fait. C'est littéralement du sculpte. Tu sculptes sur un objet 3D. Donc, en général, ZBrush se pratique avec une tablette graphique. Donc, tu as ta petite tablette graphique que je n'ai pas sur moi, parce que j'en fais jamais. Mais en gros, voilà, tu peux voir que le mec, il a ses références à barre à gauche, ça doit être PureRef d'ailleurs, c'est un petit logiciel sympa pour les refs. Et en gros, tu peux, comme tu vois, sculpter dans la vidéo lag. Bon, c'est pas grave, c'est pas la peine d'être fluide tant que vous voyez un peu à quoi ça sert. En gros, c'est ça, ça va te permettre de sculpter, tu vois, les muscles. Et de plus en plus, en fait, tu vas augmenter le détail de ta géométrie. Donc, c'est pas à partir de edge, de face, de vertex comme le Art Surface, mais c'est à partir littéralement de matière. Tu vois qu'après, le mec il commence à rentrer dans le détail avec des brushes. Donc, c'est des pinceaux comme sur Photoshop, mais en 3D. Donc, tu vois que le mec, il peut se créer ses propres brushes et ensuite, tac, il tire un coup et il a des écailles. Et après, il les déforme un petit peu pour pas que ce soit parfait. Et là, on peut voir qu'il commence à avoir une modélisation. Donc ZBrush est un logiciel utilisé absolument partout, que ce soit dans le jeu vidéo, la petite prod, la grosse prod. ZBrush est un essentiel. Donc si tu veux faire, toi tu es passionné de monstres, tu veux au cinéma bosser dans, eh bien ça, la modélisation 3D et que tu veux faire des monstres, eh bien ZBrush, forcément ZBrush. Ou Mari, eh bien Mari n'est pas un logiciel de modélisation et ça j'allais y venir. Voilà. Donc là, il a fini sa modé et voilà ce qu'on a. Maintenant, on va parler du coup de la texture. La texture, c'est Mari. Mari, au cinéma, c'est ce qui est utilisé le plus. Donc là, j'avais ouvert une petite page juste pour vous montrer. Donc là, c'est le logiciel Autodesk Maya, pour les gens qui veulent les noms et les compagnies qui font ça. Autodesk Maya, pour la modélisation, donc Art Surface et animation. Animation, d'ailleurs, je vais vous montrer juste des petits travaux pour vous donner à peu près l'idée de ce que c'est. En gros, voilà. Du coup, une prod de film, ça consiste en quoi? Donc là, tac, je vous mets la petite anime. Voilà, donc l'animation, en gros, c'est ça. C'est de prendre une modélisation qui a été faite sur ZBrush, par exemple. On essaye de l'optimiser à fond en termes de polygones, donc de sa résolution. Et ensuite, on va l'animer, donner un rythme, donc donner vie aux modélisations. Voilà. Tac, tac, c'est là où, en gros, Thanos va être animé. Enfin, tout ce bordel-là. Donc l'animateur, c'est ça. L'animateur, c'est rendre vie, du coup, au modèle 3D. Alors, ensuite, ah ben, voilà, c'était ça la vidéo du Art Surface. Donc vous voyez, il part d'un cube, désolé, je m'éparpille un petit peu, mais en gros, le Art Surface, c'est ça. Vous voyez, il part d'un cube, et après, il va extruder, extruder, extruder. Il extrude des formes, il extrude des formes, et à la fin, il obtient carrément un flingue qui texture avec Substance Painter. Bon, maintenant, je vais vous montrer du coup Mari. Mari, c'est un logiciel de texture extrêmement avancé. Je crois qu'il n'y a pas plus avancé en termes de logiciel de texture que Mari. Le logiciel un peu simple, c'est Substance Painter. D'accord? Mais Mari, en gros, ça va être ça. Au cinéma, ils utilisent ça. Ils utilisent Mari. Et Mari, en gros, tu vas importer ton modèle 3D avec les UV dépliés. Mais encore une fois, je ne peux pas vous parler des UV. On a 1 heure. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que sinon, on va se perdre et c'est fini. Je vais vous montrer les étapes clés. Et en gros, Mari, c'est ça. Ça va vous permettre de rajouter, par exemple, des textures, des écorchages,
Voilà, tout ça. Et ça marche en fait avec de la projection. Ça veut dire qu'on va avoir des textures. Je vais vous montrer par exemple mon dossier texture là. Hop, 3D, texture. Donc ça, c'est mon dossier texture. Donc imaginons, on a, je sais pas, texture de l'horreur pack. Non, ça c'est des substances. Bon, ça c'est les miennes que j'ai pris. Donc imaginons, voilà, tu as un gravier. Donc ça, tu veux l'incruster sur un plan ou au pied d'un géant qui est recouvert de feuilles. Et ben, en gros, dans Marie, tu vas importer ton image et après, tu vas peindre via la projection de cette image. Ça veut dire que littéralement, tu vas poser ton image sur le géant et toi, avec un brush, tu vas en gros projeter la texture sur ton géant et tu vas travailler comme ça. Et donc, c'est un travail long, fastidieux. Marie est très compliqué à prendre en main. D'accord, c'est pas du tout un logiciel de débutant. Donc voilà, ça c'était Marie, c'est pour les textures. Mais encore une fois, ça a l'air un peu brouillon. Là, je vous explique juste les logiciels et ensuite je vous explique un petit peu comment ça marche en prod, toutes les étapes, une par une. J'essaie de regarder un petit peu les questions. En partant d'un cube, tu ne peux faire tout ce que tu veux. Si tu peux faire tout ce que tu veux en partant d'un cube, c'est juste que ça va être beaucoup plus long pour avoir un dragon que sur ZBrush par exemple. Et en général, d'ailleurs, les gens commencent avec une modélisation à partir d'un cube, donc Art Surface, et ensuite ils l'importent dans ZBrush pour l'améliorer. En général, certains ils font ça aussi. C'est une manière de travailler. Ensuite, il y a le tracking. Et le tracking, c'est, comme j'explique très souvent dans mes vidéos, si vous voulez regarder, le tracking, c'est pouvoir recréer une caméra en 3D qui a les mêmes paramètres de position, de rotation et de déplacement en fait dans l'espace, mais du coup donc de recréer une caméra en 3D. Et là, on peut voir que donc là, j'ai fait mon tracking avec Boujou, qui est un logiciel utilisé. Bon, il était utilisé avant, bon, plus trop maintenant, mais voilà, Boujou est un très bon logiciel, assez simple. Ça permet de pas trop rentrer en détail dans le tracking, mais en gros, voilà, ça va être ça. Tu vois, là, j'ai mon objet, j'ai fait tout mon tracking. Donc le tracking, en gros, comment ça marche? Alors, logiciel de tracking, juste pour te dire, il y a Synthesize, PFTrack et Boujou. Encore une fois, tu peux faire un screen. De toute façon, il y aura des rediffusions. Donc, c'est pour ça que j'accélère un petit peu pour histoire d'avoir le temps. Donc, allons dans Boujou. Et là, du coup, tu vois qu'il y a donc tout ce mouvement-là. Et comment ça marche, du coup, il y a plusieurs étapes. Donc, dans Boujou, il y a le Track Feature. Donc, Track Feature, pour t'expliquer très simplement, il va analyser des points. Donc, tous les points que tu vois à l'écran, là, ils ont été analysés. Écoute, tu sais quoi, on a le temps. On va le refaire. Donc, imaginons, on a le track feature. On va faire un start et regarde ce que ça va faire. Tu vois, sous tous ces petits points jaunes là, eh bien, en fait, lui, il va se dire, OK, ça, c'est des points intéressants à utiliser. C'est grâce à ces points-là qu'on va savoir la position de la caméra. Donc là, on peut voir qu'il y a des points rouges et derrière, il y a des espèces de traînées jaunes. Et donc, ces traînées jaunes, c'est littéralement le mouvement de la caméra en 3D. Donc là, tu peux voir que là, tac, il y a un mouvement de rotation. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'analyse de points. Ensuite, il y a une partie qui s'appelle le solve. Mais avant de faire le solve, en général, dans le tracking, en gros, si imaginons, tu te dis, oh putain, dans ma vie, je veux faire du tracking. Bon, ben, sache que le tracking, en gros, c'est d'essayer d'avoir le moins d'erreurs possible dans les calculs de ton tracking. Donc, il va falloir que tu ailles dans des espèces de courbes. Je ne sais plus où elles sont dans Boujou. Dans PFTrack, je sais. Mais en gros, ça te permet d'avoir des espèces de courbes d'erreurs. Et ça va je crois que c'est ici. Voilà. Tu vois tout ça, et en fait, là, ça va être en gros les informations de courbe, de mouvement, de rotation, d'échelle, de position, de tout le bordel. Et c'est ça qui va te permettre, du coup, ensuite d'optimiser, donc dans ces courbes, des choses pour qu'ensuite tu puisses faire un solve. Et le solve, c'est quoi? En gros, le solve, ça va être réfléchir. En gros, réfléchir à comment tous ces points bougent. Lui, le logiciel, il a des équations, des bordels. Tous les logiciels marchent avec des équations. Donc voilà. Et en gros, il va prendre ce tracking et il va analyser les points. Il va dire, entre ce point-là à gauche, le 314, et celui-là, le 43, si ce point-là, il se déplace vers le haut et celui-là vers le bas, ça veut dire que la caméra a fait un mouvement de rotation. Et en gros, il va faire que ça. Ça va être des calculs d'interprétation entre des points et se dire, d'accord, la caméra, dans quel angle elle se tourne, comment elle bouge, tout ça. Donc, en gros, c'est ça le tracking. Ça va nous permettre, par la suite, d'avoir une scène 3D. Donc là, c'est tous mes rendus finis. Comme celle-ci. Donc là, je suis dans 3ds Max, qui est un logiciel un peu comme Maya et Houdini, mais en beaucoup moins recherché et poussé. Et en gros, là, on peut voir que si je passe en mode perspective,
Tac. Tu vois ici, il y a ma caméra. Et en fait, ce que tu vois ici, c'est exactement ma caméra que j'avais tout à l'heure, mon petit GH5 dans mes mains, que j'avais tout à l'heure quand je tournais. Et là, si je bouge, tu vois que la caméra, elle bouge tout autour de la scène. Et en gros, c'est ça le tracking. Le tracking, ça te permet d'avoir exactement ça. Et c'est après dans ça, en passant en vue caméra, que tu vas pouvoir bosser pour incruster du coup tes modèles 3D, tout plein de trucs. Donc voilà. Les modèles 3D qui sont d'ailleurs modélisés par mon ami Paul pour mon court-métrage Mario Kart dans la webvid. Donc elles ont été faites avec ZBrush et elles ont été faites texturées avec un mélange de Substance Painter et Mari. Une base de Substance Painter et après Mari. Pas de Mocha. Mocha, c'est un logiciel de tracking planaire. Mocha est utilisé au cinéma pour faire de la rotoscopie. Par exemple, la rotoscopie, c'est dans le compositing, c'est faire du détourage de personnes et tout ça. Mocha va te permettre d'avoir une rotoscopie semi-automatisée. Et ça va te permettre aussi de faire du tracking planaire. Planaire, en gros, c'est faire un tracking, par exemple, de cette zone de mur ici, là. Par exemple, je vais te prendre un masque. Voilà. Et imaginons, on veut traquer toute cette zone ici. Eh bien, le tracking planaire va te permettre de traquer que cette partie-là, mais pas d'avoir un tracking 3D. Ça va te permettre d'avoir un tracking de surface droite. Voilà. En gros, le Mocha, c'est ça. Chaque logiciel de tracking a une utilisation spéciale. Donc, je ne vais pas énumérer tous les logiciels parce que sinon, c'est terminé. Du coup, est-ce qu'il y aurait éventuellement des logiciels de tracking gratuits ou des offres étudiantes pour commencer? Le tracking, c'est très spécifique. Je ne sais pas s'il y a des logiciels de tracking avec ce genre de offre. S'il y a des gens qui connaissent dans le chat des trucs comme ça. Donc voilà. D'accord, donc pas de caméra 3D avec Mocha. Mocha peut maintenant faire des caméras 3D, mais si c'est de la caméra 3D, oui, tu peux faire du tracking 3D avec Mocha. Tu peux, mais il faut que tu regardes, c'est moins poussé que Boujou ou PFTrack. Mais tu peux faire du tracking 3D avec Mocha en faisant du tracking planaire ici et là. Et lui, il va te créer une caméra 3D dans After Effects et qu'après, tu pourras exporter de After Effects avec des scripts dans 3ds Max, mais c'est un bordel. C'est beaucoup plus simple d'utiliser Boujou, je pense, à mon avis. Il y a une possibilité de tracking sur Blender. C'est vrai, Blender peut faire du tracking. Je parlerai de Blender après. Bon, du coup, maintenant, j'ai énuméré tous les logiciels, on va dire, essentiels. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des logiciels, en fait, que tout le monde peut se procurer. Tout le monde peut se procurer ces logiciels-là. Mais ce que tu ne sais pas, peut-être, c'est qu'il y a des logiciels custom d'entreprise qui utilisent, par exemple, Plume, par Weta, je crois, qui est un logiciel de simulation fluide. Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Mais en gros, il y a des logiciels qui sont faits, fabriqués, juste pour les boîtes, juste pour leur utilisation. Donc voilà, c'est vraiment des logiciels spécifiques à leur entreprise parce qu'ils travaillent d'une certaine manière et que du coup ces logiciels-là ne peuvent pas apporter quelque chose, alors ils font les leurs, enfin bref, c'est un bordel. Du coup, maintenant, je vous ai parlé donc de tous les logiciels clés, on va dire, d'une prod FX. Et maintenant, je vais vous expliquer du coup une question qu'on m'a posée tout à l'heure en message, je vais y répondre tout de suite du coup. Est-ce que les effets spéciaux sont réalisés avant ou après les rushs soient montés en gros? Alors, en général, on fait un montage basique en tout premier parce que c'est très simple. En fait, la prod, ça va démarrer comme ça. Il y a un shooting, il y a des superviseurs FX, ça veut dire qu'il y a des personnes. Attendez, ça va être plus intéressant. Je vais mettre des petits, tac, tac, breakdown qui vont rouler en fond. Ça va être sympa, plus sympa de voir une image fixe. Donc ça, c'est des effets spéciaux de Blade Runner, fait par Framestore, une très très bonne entreprise d'effets spéciaux. Effets visuels. Et du coup, voilà, en gros, comment ça marche une prod d'effets spéciaux? En gros, ça commence sur le tournage. Donc, il y a du coup les caméramans, les chefs-op, le pointeur, tous ces gens-là. Et il y a aussi des personnes comme par exemple les superviseurs FX qui sont là pour être avec le réal, regarder comment ça se passe sur le tournage pour faciliter en fait le travail ensuite en post-production. Moi, donc, j'ai été sur le tournage de Cyril, de Super Connard, de Vodka. Et en gros, il me disait, est-ce qu'avec la caméra, on peut faire ça? Est-ce qu'on peut passer derrière lui comme ça? Moi, je dis, écoute, mec, je suis pas trop chaud, je suis pas Hollywood, je suis pas non plus vénère, donc on va faire plutôt ton idée, mais comme ça, on va la tourner comme ça, tu auras peut-être un résultat un peu différent, mais ça va être plus facile. En gros, c'est ça un superviseur FX. Et un superviseur FX a d'énormes connaissances dans le milieu de la 3D, c'est un généraliste, il est très bon. Et ensuite, il y a, par exemple, un autre métier, je ne me rappelle plus, un data wrangler. Je crois que ça s'appelle un data wrangler, un truc comme ça. J'avais parlé avec un data wrangler qui travaille sur John Wick.
d'ailleurs, un abonné. Et en gros, un data wrangler, ça va être un mec qui est derrière la caméra et qui regarde tous les petits réglages qu'il y a sur la caméra, comme par exemple, je sais pas, soit les éclairages, le son bug un peu, tu as une voix de robot des fois. Ah, bon, désolé, je peux pas trop contrôler ça. Mais en gros, voilà, le data wrangler, c'est un mec qui va récolter toutes les données qu'il y a, par exemple, de la caméra. Donc, par exemple, la vitesse d'obturation, la focale, tout ça, ça va servir, par exemple, pour le tracking. Dans le tracking, c'est très important d'avoir son millimètre de caméra, donc la focale, si on tourne en 24, en 12, en 14, en 50, enfin, c'est très important. Donc, c'est à ça que ça sert en data wrangler, ça va être de collecter les données qu'il y a sur le tournage. Donc, ensuite, une fois qu'on a ça, on prend les rushs, on fait des saves de partout, et on l'importe on l'envoie au monteur et le monteur va faire un premier montage, donc il va faire donc un premier truc basique et c'est très important en fait de faire un montage avant les effets spéciaux parce qu'imaginons tu prends un rush qui fait 14 secondes, d'accord? Tu fais les effets spéciaux sur 14 secondes, mais au final, dans le montage, il fait plus 14 secondes du tout parce qu'il y a le clap, il y a plein de choses, et du coup, il est cuté de 5 secondes avant et de 3 secondes après. Donc, tu as fait déjà tout ce travail pour rien. Et 5 secondes et 3 secondes sur une prod comme ça, c'est énorme. Donc, ils font des montages déjà pré-cutés pour savoir exactement le timing qu'il va y avoir donc à faire. C'est normal. Mais un montage peut évoluer tout autour de la prod. C'est pour ça qu'il y a des artistes FX qui ont bossé sur des plans, ils sont trop contents et tout, c'est leur plan chéri. Et au final, il est cuté au montage parce que c'est le choix du réal ou c'est le choix voilà, des gens de la prod et c'est comme ça. Au final, il est coupé à la fin. Parce qu'un montage évolue jusqu'à la dernière minute. C'est pour ça qu'après, il y a les director's cut, les machins, parce que après, ils peuvent, du coup, hors sortie en salle, faire des films de 3 heures. Voilà. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite il y a les FX, donc il y a la post-prod qui commence vraiment vénère. Donc il y aura par exemple la modélisation des assets qui commence même parfois bien avant que le tournage commence, parce qu'il y a des directions artistiques qui sont recherchées. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles dans le milieu des effets spéciaux, donc compositing, FX et tout ça, c'est un métier d'artiste, mais c'est un métier aussi extrêmement technicien en fait. C'est extrêmement séquenté parce que en fait, c'est pour ça que je veux pas du tout travailler là-dedans parce qu'au final, il y a quelqu'un au-dessus de toi, que ce soit un réalisateur, un producteur, un directeur artistique qui te dit fais comme ça et toi tu fais je te jure que ça va être bien si je fais comme ça. J'ai eu des retours de gens en prod, c'est génial et le mec il fait non mais je te jure ça va être bien comme ça et le mec te fait non c'est mort tu le fais comme ça. Donc au final tu es un petit peu bridé. Donc parfois tu as ton mot à dire mais parfois tu dois faire ce qu'on t'ordonne de faire. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte si tu veux travailler dans les effets spéciaux, c'est que sur une prod pareille, il y a des ordres et tu dois exécuter les ordres. C'est vraiment, tu es un exécutant. Hein. Effets spéciaux, c'est ça. Et du coup, en gros, voilà, il y a plein d'étapes qui vont se faire en même temps. Donc, je ne peux pas te dire que ça, c'est avant quelque chose parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui prennent place. Donc, je pense que les premières choses, c'est les modélisations des objets 3D, donc les assets, les monstres, les machins, la texture, pour qu'ensuite ça soit envoyé à l'animateur qui puisse faire les animations. Puis ensuite, l'animation est mise dans les scènes 3D qui ont été traquées. Puis ensuite, on rajoute des FX sur les animations une fois que c'est traqué et que les animations de monstres sont faites. Donc, ensuite, on fait les rendus. Donc, il y a les textures et l'éclairage. J'en ai pas parlé de l'éclairage, mais en gros, c'est ce que tu vois là. Tu vois l'éclairage du ciel, des nuages, un peu tout ça. Donc, il y a l'éclairage. Et ensuite, il y a le rendu. Donc, qui se fait avec des moteurs de rendu comme Houdini Mantra, Redshift, Arnold, que je déteste, mais qui est utilisé absolument partout. Si vous voulez un moteur de rendu qui est utilisé partout, c'est Arnold. Bref, voilà, tous ces moteurs de rendu-là qui vont nous permettre en fait de sortir notre image 3D vers notre logiciel de compositing. Donc c'est ça, un moteur de rendu, c'est ce qui va créer tous ces rendus-là, donc les textures, les machins, pour les exporter vers Nuke ou After Effects. Et ensuite, il y a le compositing, donc c'est là où on va intégrer des personnes sur fond vert, comme tu vois ici. D'ailleurs, j'ai une question qui revient très très souvent sur pourquoi les fonds verts sont verts ou les fonds bleus sont bleus. Eh bien, tout simplement parce que c'est la couleur la plus visible à l'œil d'une caméra. C'est les couleurs qui captent le mieux dans le spectre chromatique. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais en gros, c'est les couleurs qui sont le mieux perçues par la caméra et c'est aussi les couleurs qui sont le moins sur les vêtements des personnes. Voilà. Et ensuite, du coup, c'est là où il y a la phase de compositing, ils incrustent les éléments et tout ça. Et ensuite, une fois le compositing envoyé, ils l'envoient au monteur et le monteur le remplace par le shot qu'ils avaient avant. Donc, les monteurs ont des
des trucs énormes et du coup, il monte en fonction des trucs, il remplace les plans VFX 1, VFX version 2, VFX version 3, tout ça, pour avoir le résultat final. Et c'est ensuite que le monteur fait les ajustements du montage et aussi l'étalonnage. L'étalonnage se fait à la toute fin. D'accord, c'est là où on va donner avec DaVinci Resolve, par exemple, qui est un logiciel de montage gratuit, vous pouvez l'avoir, DaVinci Resolve, de color grading et de montage. De toute façon, après, je ferai un récap des logiciels gratuits pour les personnes qui veulent se lancer. Et en gros, tu auras donc la color correction, tout ça, tout ce bordel. Par exemple, le color grading avec DaVinci Resolve, tout ce que tu vois ici, tu vois la peau des acteurs et tout, eh bien en fait, sur chaque plan, le mec va isoler la peau de l'acteur pour qu'elle soit à la bonne tonalité, pour que ça soit naturel. Donc, la color correction et le color grading, c'est un travail monstre aussi. Et une fois que ça, c'est fini, une fois que tout est validé, ben, ils peuvent sortir le truc. Enfin, après, il y a le son, mais ça, c'est pas le sujet. On fait pas le son, là, on fait que vraiment la vidéo. Et ensuite, du coup, ben, ils envoient ça et c'est diffusé, etc. Donc ça, c'était la partie des logiciels. D'ailleurs, je crois qu'on a fait plusieurs points en même temps. Dès que je suis lancé, je ne m'arrête plus. Alors, on en est où là 3. Les différentes étapes de création, bah, du coup, je viens d'aborder. Parfait. Je suis dans le timing, c'est nickel. L'analyse de la qualité des effets spéciaux. Alors ça, c'est une phrase qui a été un petit peu mal tournée, l'analyse de la qualité des effets visuels, mais en gros, c'est pourquoi certains effets spéciaux sont mauvais dans des films et pourquoi d'autres sont bons. Donc, à mon échelle, je ne peux pas dire que c'est mauvais, d'accord? Je ne vais pas dire que c'est mauvais parce que je ne suis pas un artiste FX pur. Ben voilà, j'arrive à m'amuser, à faire des petits FX rigolos, quoi. Je suis pas le professionnel qui a travaillé sur des films Hollywood, hein, les gars. J'ai vraiment pas travaillé sur les films Hollywood, mais je sais comment ça marche. Ça fait 11 ans que je m'intéresse à ça, donc j'ai une connaissance quand même. Voilà, je peux dire ce qui se passe parce que je sais ce qui se passe. Mais en gros, là, je m'amuse, je fais des courts-métrages et tout ça. Et en gros, pourquoi les effets spéciaux sont mauvais dans des films de temps en temps? Comme par exemple, on l'a vu dernièrement dans Black Panther, il y avait des plans. Bon, c'était à revoir. Eh bien, je vais vous expliquer en vous mettant par exemple les effets spéciaux d'Avengers. Je vais essayer de revoir le chat histoire de répondre à vos questions aussi. En gros, comment on combine le réel et le virtuel comme le sous-marin dans Kursk, qui était juste un montage en bois. Ben ça, comme je te l'ai dit, c'est du compositing, de la 3D, c'est beaucoup de choses qui se lient entre eux. Ça a l'air trop intéressant, mais là, j'ai pas trop le temps. Le replay, sans doute, il y sera. Moi, ils m'ont dit qu'il y aurait une rediff. Le matte painting, oui, le matte painting aussi, c'est extrêmement important. C'est les environnements, en fait. Ça, j'ai oublié d'en parler, mais c'est les environnements que tu vois. Par exemple, créer des rocheuses, tout ça. Donc ça, c'est utilisé partout avec World Machine, World Creator, tout ça. Donc là, on peut voir des effets spéciaux de Avenger. Et en gros, pourquoi les effets spéciaux sont mauvais parfois et parfois bons? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une pression immense sur les artistes FX et que de plus en plus, il y a énormément de blockbusters et ça demande énormément de main-d'œuvre et de temps au final. Et il y a tellement de deadlines courtes que parfois les artistes n'ont même pas le temps de finir le film. Alors, la réponse à pourquoi certains effets spéciaux sont mauvais et d'autres bons, eh bien, tout simplement parce qu'au final, les films ne sont même pas finis. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Au final, les mecs doivent sortir quelque chose parce que ils ont leur patron et la prod qui dit non, il faut que ça soit fini pour là. Ben, du coup, les artistes ils font bon, ben, on va faire de notre mieux, on va faire ça le mieux qu'on peut, mais voilà, on va vous sortir ce qu'on va vous sortir. C'est pour ça que parfois tu fais ah l'anime est pas ouf ou l'intégration est pas ouf parce que les mecs ils n'ont pas le temps, tout simplement. Bon, sur un film à la hauteur d'Avenger, voilà, on essaie de s'appliquer à fond. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, à mon échelle, il y a beaucoup de camouflage en mode ah, c'est un peu naze, je camoufle un petit peu. Mais ce que vous savez pas, c'est que dans les films Marvel, qu'est-ce qu'il y a du camouflage de trucs mauvais, mais de fou, mais à leur échelle. Donc nous, on verrait leur camouflage, on dirait oh, c'est incroyable, ils sont trop forts. Mais il y a quand même des camouflages de trucs un peu dégueulasses, hein. Voilà. C'est quoi la différence entre le motion capture et le performance capture? Waouh, on me l'avait dit, putain, on me l'avait dit parce que j'ai parlé de la suite Xsense. Donc Xsense, c'est une tenue en fait de performance capture avec des capteurs qui nous permet en fait de naviguer librement. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire. J'avoue que cette réponse à la question, je le savais, mais je me suis perdu parce que je me rappelle plus vraiment. Si quelqu'un le sait, qu'il le dise, mais j'avoue que ça, la différence entre le capture, la performance capture, le motion capture, je ne me rappelle plus vraiment. Mais je vais tester sur la chaîne d'ailleurs dans pas longtemps une tenue Xsense normalement. S'il y a mon ami Maxime qui me regarde, je suis pas sûr, mais en gros c'est lui qui va l'avoir. Et en gros, on va pouvoir, je vais pouvoir vous montrer comment ça marche une tenue Xsense. Est-ce que tu pourras donner des chaînes YouTube qui parlent de toutes ces étapes en détail avec lesquelles on peut apprendre, s'il te plaît?
en chaîne YouTube, je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait vous montrer ça parce que c'est quand même très spécifique. Va sur Vimeo, Vimeo qui est un YouTube plus pro, donc tu pourras apprendre des choses plus professionnelles sur ça. Vimeo. Alors, donc ça, c'est les effets spéciaux de Avenger. Donc là, tu vois tous les travaux que je t'ai dit. Tu vois tous ces enchaînements de layers là. Regarde, tu vas voir. Compositing, bam, on incruste la 3D, bim. Volumétrique, avec des fumées. Là, des acteurs sur fond vert, on les incruste. On incruste la 3D, bim, on fait des corrections de couleurs. Ben, tout ça, c'est du compositing. Là, on peut voir les personnes s'envoler, voilà, machin. Là, on peut voir que même le bistouri est en 3D. Enfin, tu vois, tout ça, c'est du compositing à balle. Donc voilà, les compositeurs, c'est vraiment un métier de dingue, c'est des magiciens, quoi. Incroyable, tu vois, ça c'est le truc de base, et après, regarde, ils enlèvent le bras robot, ils mettent un truc un peu enflammé, incroyable. Donc c'est fou, les effets spéciaux, c'est fou. Bon, passons au dernier point. Dernier point qui est la différence entre cinéma et YouTube. C'est une différence que je voulais vraiment aborder avec vous, tout simplement parce que le cinéma est quelque chose de très très ancien au final. Je vais vous mettre un petit breakdown pendant que je parle de The Boys, une série géniale sur Netflix, Amazon Prime. En gros, YouTube et le cinéma. Pourquoi c'est différent? Bien tout simplement, encore une fois, parce que c'est pas du tout la même échelle de production, mais YouTube, il faut en parler parce que c'est un média qui va de plus en plus devenir important et peut-être, voire même à l'avenir, être plus important que le cinéma. Là, il est déjà devenu plus important que la télé, ça c'est un fait. Le cinéma, il est indétrônable, hein, le cinéma reste le cinéma, c'est très compliqué, mais YouTube pourrait peut-être potentiellement un jour s'en rapprocher. Donc, quelles sont les différences de YouTube? Je pense, les différences entre le cinéma et YouTube, une échelle de temps déjà, et aussi parce que c'est pas une même échelle de prod. Donc, les effets spéciaux, comme je vous l'ai expliqué, parfois il y a des pros un peu énervés contre moi qui viennent me voir en commentaire pour me dire que bah, ce que je fais, c'est pas vraiment des effets visuels. Mais alors que si, du moment où tu prends une image et que tu la transformes pour créer une histoire, peu importe la manière dont tu le fais, c'est des effets visuels. Voilà, c'est comme ça. Effets visuels, d'ailleurs, c'est sur ordinateur. Effets spéciaux, c'est les maquillages, par exemple, effets spéciaux qu'il y a, donc les vrais maquillages physiques. Mais moi, je dis effets spéciaux parce que je trouve que c'est un truc qui englobe un peu mieux, tu vois. Je trouve ça plus stylé de dire effets spéciaux que effets visuels. Voilà, donc ça, c'est des effets spéciaux de Game of Thrones, faits par Pixomondo, qui est une très 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 bonne boîte d'effets spéciaux. Et en gros, voilà, donc YouTube, voilà, c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que YouTube est pour moi quand même le futur média number one. Je pense que, voilà, comme Netflix qui a tout compris à la demande. C'est pour ça que c'est très important, le cinéma n'est pas à la demande. On nous impose des séances, on nous impose des choses. Netflix, tu te poses chez toi, tu as le temps, tu regardes. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte. Voilà pourquoi moi, j'adore YouTube et que je veux pas bosser dans le cinéma au final parce que je veux être libre de ce que je fais, de mes créations. J'ai envie d'être avec des potes. Moi, je l'avoue, les effets spéciaux que je fais ne sont pas qualitatifs. Voilà. Moi, je me dépêche, je fais 2 vidéos par semaine, j'essaie de faire de mon mieux avec les compétences que j'ai, mais c'est impossible d'avoir une qualité Hollywood parce que sur une prod comme Game of Thrones, ils sont 200 ou 300, sur Avenger, ils sont plus de 1000. Donc, c'est très très compliqué d'obtenir une qualité Hollywood sur YouTube. Pour le moment, les technologies vont tellement aller vite avec des aides à la deep learning, les machins, les bidules, que maintenant la rotoscopie, ça va être un clic. Les monstres, l'animation avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir le faire tomber comme endorphine, enfin plein de trucs comme ça. Donc au final, faire des images comme ça va devenir de plus en plus atteignable, on va dire. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est pour ça que moi, je ne suis pas un dieu des effets spéciaux, tout simplement des effets visuels, parce que au final, c'est très compliqué d'avoir une qualité Hollywood. Donc les gens qui me disent parfois sur ma chaîne YouTube, oh c'est mal fait, eh ben, c'est normal, je suis tout seul, et je suis tout seul, je suis un passionné, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai, le temps que j'ai. Par exemple Mario Kart, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, mais voilà, il y a plein de défauts et je les vois ces défauts, j'en suis conscient, c'est juste que je n'ai pas le temps de les régler et de moi apprendre plus pour les améliorer. Donc voilà, c'est ça la différence entre YouTube et le cinéma. Le nombre de personnes qui bossent sur un film, le professionnalisme, l'argent. Le cinéma, c'est un nombre d'argent énorme. Et voilà, c'est ça la différence entre YouTube et cinéma. Mais j'espère que moi, par exemple, à l'avenir, je vais pouvoir avoir une équipe qui fait du texturing, du modeling, des compositeurs,
pour que je me décharge du travail parce que moi, je suis un généraliste, mais généraliste moyen, bas échelle, tu vois. Voilà, je suis vraiment, voilà. Mais certes, mais en fait, dans le cinéma, ça marche comme ça, avec des spécialistes. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes pour chaque chose, comme je te l'ai montré, par logiciel. Donc, il y aura des modélisateurs, des FX, des compeurs, des liners, voilà, il y a toutes ces choses-là. J'ai vraiment bien aimé ta vidéo Mario Kart, surtout après le making-of que tu as sorti. J'ai beaucoup aimé l'effet de flou quand ça zoome avec la carapace. Ben, merci beaucoup, Philippe. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose avec ça. Si tu as besoin de modeleur, je peux peut-être être utile. Ah ben, c'est cool, Maxime. Mais voilà, en gros, c'est ça. Moi, à l'avenir, je pense que j'ai envie d'apporter un peu plus de qualité cinéma à YouTube avec une équipe pour promouvoir du coup des courts-métrages à une qualité. Tu vois, des courts-métrages de 2 minutes, mais avec une équipe de 5 ou 6, il y a grave moyen de faire une qualité de porc. Tu vois. Donc, YouTube versus cinéma, il n'y a pas vraiment de combat, hein, mais je pense qu'à l'avenir, YouTube va devenir très, très, très imposant et que de plus en plus, on va s'éloigner du contenu un peu facile qu'il y a sur YouTube en ce moment pour se diriger vers quelque chose de plus cinéma, création pure, qualité. Enfin, j'espère, sinon c'est terminé. Mais en gros, voilà, c'est ça. Et le cinéma restera le cinéma. Impossible de détrôner le cinéma, ça reste la magie du cinéma, tout ça, tout ça. Donc, voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire, mais restez parce que maintenant, c'est la foire aux questions. On a 14 minutes ensemble. J'espère que je suis bon dans les timings, BenQ, voilà. Mais en gros, maintenant, c'est la foire aux questions et je vais pouvoir vous répondre à des questions. Ça, c'est trop stylé. Ils ont fait des fragments du dragon au moment où il rentre en contact avec la roche. Oh là là, c'est stylé avec la petite Daenerys sur le dragon. Enfin bref. Maintenant, petite foire aux questions. Connais-tu Hitfilm? Alors oui, maintenant, je vais vous parler un petit peu des logiciels gratuits. Alors, Hitfilm, c'est un logiciel très, très entrée de gamme. Il y a même une version gratuite. Hein. Voilà, une version gratuite pour faire du montage et des effets spéciaux. Donc, il y a FX, c'est FXcom qui fait ça. Et en gros, tu as une version Hitfilm Express qui est gratuite. Et en gros, tu vas pouvoir faire du montage et des effets spéciaux. Donc, s'il y a des gens extrêmement jeunes qui me regardent, essayez de commencer avec ça, mais pas trop longtemps. Restez pas trop longtemps là-dessus. Faites-vous la main, regardez comment ça marche, une timeline, des effets 2D, 3D. Mais ensuite, vous passez sur After Effects, qui est un peu plus cossu, et Premiere. Et ensuite, si toi, tu veux rester en tant que passionné pur, reste sur After Effects et Premiere, je pense, ou va explorer Houdini et Nuke, mais ça fait peur, mais courage. Et voilà. Et ensuite, en logiciel de 3D, tu as, par exemple, Blender, qui devient un ultra bon logiciel de 3D. Avant, c'était un peu caca, même bien, mais caca parce que l'UI était pas ouf. Mais maintenant, regarde, tu peux faire des films d'animation totale, tu peux même faire de l'animation 2D. Et tu peux même, il y a même maintenant du montage, et tu peux faire des color correction sur tes scènes, tu peux faire du compositing sur Blender. Enfin, c'est incroyable. Et ce logiciel est donc gratuit. Et donc, c'est Blender. Voilà. Alors, salut Atom, tu étais Artefix à l'école? Oui, c'est ça, j'étais Artefix. Je parle de simulation des FX, non pas du compositing. Ok. Est-ce que After Effects est suffisant pour faire du travail tel que Calop? Désolé pour la répétition des questions. Oui, puisque moi je le fais avec After Effects. Donc oui, Calop, petite culture générale, pour vous montrer qui c'est. C'est un artiste qui fait des trucs vraiment très cool. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Et en gros, voilà, il fait des effets comme ça, c'est très très beau. Et il rend des photos comme ça, et de base, voilà, il a ça. Lui, il bosse sur Photoshop, mais moi, je le fais sur After Effects parce que, pourquoi pas. Tu utilises quel logiciel pour créer tes rendus que tu mets sur Instagram? Tu utilises quel logiciel pour créer tes rendus que tu mets sur Instagram? Merci pour 2 fois la question. Alors, moi, j'utilise le logiciel Cinema 4D, qui est un autre logiciel de 3D. Je vais te le montrer ici. Et en gros, Cinema 4D, c'est un logiciel de 3D, mais plus centré motion designer et image, c'est pas vraiment pour les effets spéciaux en fait, Cinema 4D, effets visuels. Mais tu peux t'en servir quand même pour les effets visuels si tu veux. Mais en gros, Cinema 4D, ce que j'adore avec ce logiciel, c'est qu'il est extrêmement simple à prendre en main et tu peux très vite faire des images très très belles. Petite image en exclu que j'ai montré encore à personne pour vous montrer d'ailleurs le compositing qui sort demain sur mon Instagram. Compo. Alors ça, c'est un rendu sans le compositing de mon rendu de demain encore avec le bébé Yoda. Donc vous pouvez voir que du coup, c'est juste voilà, basique, il n'y a rien, c'est un rendu 3D avec des éclairages et tout. Et avec le compositing, c'est ça. Donc j'ai voulu donner un effet un peu de peinture.
Et voilà, j'ai rajouté des espèces du sang sur le visage de Yoda, sur les Stormtroopers, de l'énergie ici avec mes packs de particules, des textures de brûlé sur le sol. En gros, c'est ça le compositing, ça va te permettre d'avoir une image intéressante. Tu vois, le avant-après, avant-après. Voilà. Ça te permet de gagner un petit peu des choses comme ça. Donc moi, j'utilise Cinema 4D pour mes images de Instagram. En France, comment on se situe en termes d'emploi dans le milieu des FX et plus en termes de simulateurs FX que en France, on est très bien, perçu par le milieu international des effets visuels. Les gens demandent des Français. Alors, une très bonne école. Avant, je la conseillais plus trop parce qu'il y avait des problèmes un peu dans l'administration, mais maintenant, ça s'est résolu. Il y a vraiment un très bon cursus, c'est Artefix. J'y étais du coup. Et Artefix est une bonne école. Franchement, de toute façon, il n'y en a pas des masses en France. Donc, si tu vas aller dans une école d'effets spéciaux, tourne-toi vers Artefix parce que voilà, maintenant ils commencent à se recentrer en termes de formation et ça commence à être vraiment top. Déjà que ça l'était, mais il y a eu un creux, mais là c'est reparti. Et du coup, Artefix est très bien. Bien sûr, ce sont des écoles qui coûtent extrêmement cher, c'est 7 000 € l'année. Et encore une fois, comme je le dis toujours, les écoles d'effets spéciaux, c'est vraiment, tu peux apprendre tout ce qu'ils vont t'apprendre chez toi si tu as de bons tutoriels. Le truc très cool avec les écoles comme ça, comme Artefix, c'est que tu vas pouvoir créer un réseau, donc ça veut dire un réseau professionnel. Autour de toi, tu auras un tel que tu es connu parce que c'était dans ta classe, machin, donc peut-être tu peux avoir des contacts ici et ici. Donc c'est très important dans ce milieu-là d'avoir des contacts. Donc ça te permet d'avoir un contact, un carnet d'adresses. Et ensuite, à la fin, quand tu vas montrer ton film, tu vas le montrer à des boîtes professionnelles. Donc forcément, tu vas pouvoir montrer ton travail à des professionnels et à la fin, il y aura une sorte de, comment on appelle ça, de speed dating entre les entreprises et toi. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir échanger et pourquoi pas avoir un emploi. Donc pour moi, c'est ça, une école, c'est un carte-passe vers ta vie professionnelle. Donc tu payes 7 000 balles fois 5 en général, parce que c'est des écoles en 5 ans, pour avoir une carte-passe et aller plus vite dans ta vie professionnelle et aller plus vite en travail en entreprise. Voilà, en gros, c'est ça. Ils t'ont payé pour que tu changes d'avis ou quoi? Tu disais que c'était de la merde Artefix. Ben non, mais justement, je disais que c'était pas ouf dans le creux. Moi, je connaissais des gens qui étaient, et du coup, c'était un petit creux en termes d'apprentissage. Mais là, ils ont réglé, il y a eu un changement d'administration, et c'est apparemment très bien. On m'a dit ce qu'ils faisaient en cours, et c'est génial. C'est génial. Le cursus est beaucoup plus adapté. En fait, en première année, tu commences déjà à faire de la 3D. Avant, tu n'en faisais qu'à partir de la deuxième année. Et encore en deuxième année, c'était pas ouf. Mais là, maintenant, ils ont tout remis à neuf, et c'est très bien. Hello, déjà, bravo pour ton travail quotidien à Tom, c'est appréciable. Mais, merci, Hélénise. C'est appréciable d'avoir un tel contenu sur YouTube. Ainsi, ma question était, quel logiciel pour animer des personnages dessinés, par exemple, sur Illustrator? Alors, des personnages 2D, j'avoue qu'en 2D, je m'y connais absolument pas. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'utilisais Toon Boom. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un bon logiciel, mais moi, à la base, j'utilisais. Ah, quand même, il utilisait par Universal, Ubisoft et tout, Fox et tout. Mais en gros, Toon Boom, c'est très cool. J'utilisais ça avant. C'est un logiciel assez facile à prendre en main. Et en gros, ça va te permettre du coup d'importer tes modèles 2D et de les animer ensuite voilà, en faisant de l'animation image par image, quoi. Donc voilà. Sinon, pour te dire, voilà, tu as Toon Boom. Alors, comme question, il y a quoi comme question? Alors, tac, il nous reste 7 minutes. Au niveau de matériel informatique, est-ce que c'est obligé d'avoir une bête de course ou tu peux tenter de faire des choses avec un PC normal? Alors, qu'est-ce que tu entends par PC normal? Moi, ce que je conseille en général pour te lancer dans les effets visuels, c'est de avoir une Intel Core 1070 au moins, 1070, 1060, 1080 au moins une, voilà, tu vois, histoire de avoir au moins 16 Go de RAM, voilà, c'est le minimum nécessaire maintenant, et avoir un i7, i9, i7, i9, voilà. Quels sont tes futurs projets de court-métrage? Alors, c'est pas trop le sujet, mais de plus en plus des courts-métrages, voilà. Et on va voir, on va voir ce qui va se passer. Des analyses d'effets spéciaux toujours, enfin on va voir.
Combien de temps pour tes courts-métrages? En général, je mets pas longtemps, hein, je vais vite, hein, une semaine, tu vois, parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. C'est ça le problème avec YouTube aussi, c'est que tu as une pression comme au cinéma, c'est que tu dois aller vite, vite, vite pour sortir tes vidéos. Moi, je fais 2 vidéos par semaine. J'ai sorti qu'une seule vidéo cette semaine, elle sort demain. Mais en gros, voilà, tu te mets une pression à toi-même parce que tu te dis, putain, il faut que je sorte ça, sorte ça, sorte ça. Parce que c'est très important sur YouTube. Sinon, tu es noyé dans le flou de tout le reste. Donc, tu es obligé de sacrifier de la qualité. Moi, mes vidéos que je fais, elles sont à moitié travaillées. Je mets le maximum que je peux avec le temps que j'ai. Voilà. Donc, parfois, il y a des couilles de montage, il y a des effets spéciaux un peu. Voilà. Mais voilà. Est-ce que c'est pas trop dur de rester constamment un jour avec tous les logiciels qui évoluent? Oui, et surtout, enfin, oui et non. Parce que ça dépend des logiciels. Par exemple, Houdini, dès qu'ils sortent une mise à jour, il y a 1 milliard de trucs qui changent. Tu te dis, mais avant ça fonctionnait comme ça, pourquoi ça y est plus maintenant? Enfin, c'est un bordel si tu connais Houdini, tu sais quelle la frustration c'est un bordel monstre, vraiment. Pour une reconstruction 3D d'un site archéologique, vers quelle formation faut-il se retourner? Je recherche surtout des étudiants intéressés, merci. Alors, en logiciel, je vais dire logiciel, il y a Reality Capture. Reality Capture, qui est un très bon logiciel de capture, en gros de scan 3D d'environnement, de trucs archéologiques par exemple. Tu fais voler un drone, tu prends des photos et ensuite tu les importes dans le logiciel et lui, il va pouvoir te reconstruire en 3D ce que tu as photographié. Ou tu peux faire aussi des modèles 3D. C'est avec ça par exemple qu'ils ont des bases, par exemple, d'acteurs. Tu vois, ils prennent en photo des acteurs de partout et ils font de la reconstruction. Et encore maintenant, les technologies ont évolué, il y a des caméras infrarouges, ça marche de façon différente. Que penses-tu d'éléments de 3D de vidéo copilot sur After Effects et vas-tu reposter sur Atom School? Oui, je vais reposter sur Atom School, c'est juste que j'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Et éléments de 3D, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce qu'une fois que tu fais de la 3D pure, vraiment pure, éléments 3D, c'est trop bridé. Tu peux pas faire de jolies choses comme tu le voudrais avec éléments de 3D. Mais il va sortir une version 3, j'ai des informations, voilà, et ça va être pas mal. Mais pour le moment, éléments de 3D, non, pas l'utilité. Non. Je recrée des vidéos virales d'Instagram, s'il te plaît. Bon, c'est pas le sujet. On parle vraiment, si vous avez des questions sur le cinéma, les gars, vraiment. Alors, tu aurais des conseils pour ceux qui veulent bosser dans des grosses boîtes de prod? Alors, est-ce que. Après, moi, je n'ai pas vraiment de conseils personnels à te donner parce que j'ai jamais fait ça. Parce que j'ai pas recherché du travail dans ça, parce que comme je te l'ai dit, ça m'intéressait pas. Mais je peux te donner des infos qu'on m'a données ailleurs. Donc, par exemple, pour les écoles, si tu vas en école, ben, on va dire que c'est pour ça que tu payes. À la fin, tu as ton petit, ben, j'ai fait Artefix ou j'ai fait d'autres écoles de 3D. Donc, tu as ce petit macaron, tu vois, en mode voilà, j'ai fait ça, est-ce que ça vous plaît? Voici ma bande démo. Mais en gros, si tu veux rentrer dans des grosses boîtes de prod et que tu veux pas faire d'école, tu fais des formations à fond de logiciels pro comme Houdini, Nuke, Maya, tout ça, ZBrush, si tu as envie de faire en fonction de ta branche que tu veux faire. Tu travailles comme un porc, tu deviens un fou et ensuite, tu te fais des projets personnels et tu montes un showreel. Un showreel, en gros, c'est une vidéo de 1 minute, 2 minutes qui montre tous les travaux que tu as fait en un an. Et en gros, tu essayes d'éclater tout le monde avec ça. Et tu sors une démo reel qui défonce et tu l'envoies au studio. Et crois-moi, il y en a plus que tu n'imagines qui sont pris comme ça. Donc, tu envoies des démo reels et voilà. C'est le conseil que je peux te donner. Il reste 2 minutes et ça sera la fin du webinaire. Est-ce que ça vous a plu? Dites-moi, ça vous a plu? Ça va? Vous avez appris des choses quand même? J'espère que ça vous a plu quand même. Hein. Quand tu connais l'envers des décors, les effets spéciaux, est-ce que tu perds la magie du cinéma? Alors absolument pas. Moi justement, parce que comme je connais toute la technique qu'il y a derrière, ça me dépasse tellement que je me dis, mais c'est encore plus fou en fait. Moi je pense que je suis plus encore émerveillé devant un film quand je connais comment ça marche que si je ne connaissais pas. Voilà, c'est incroyable. Moi je kiffe aller au cinéma, bouffer un Avenger et faire oh! Parce que je sais tout le travail qu'il y a derrière et je me dis c'est incroyable, incroyable. Oui, carrément, c'était cool. Merci pour ce webinaire. Avec content que ça vous ait plu. J'espère que j'ai essayé de rendre hommage un peu à ce métier-là, qui est très cool, et de vous avoir donné un maximum d'informations euh, pour vous montrer toutes les étapes qu'il y a dedans. Penses-tu qu'être freelance dans ce domaine est simple? Oh. Être freelance dans ce domaine, ça veut dire que tu es essentiel pour la boîte qui va t'employer. Comme Alan Mackie, qui est un très bon gars sur FumeFX, lui, ce gars-là, il maîtrise parfaitement. En gros, tu deviens freelance dans ce milieu-là si tu es parfait. Comme Simon Olmedal, qui est un dieu d'Houdini.
Simon Olmedal, on l'appelle, il est à 4000 € la journée de travail, et voilà. Mais on l'appelle parce que les marques l'engagent parce que, ben oui, c'est Simon Olmedal. On l'emploie parce que, ben voilà, c'est lui. C'est comme ça. Bon, ils vont pas me dire on va appeler Atom. Bien sûr que non. Mais voilà, ils appellent des gens qui ils ont une reconnaissance dans le milieu. Ils ont, voilà, c'est vraiment, ils sont chauds, ils sont rodés. Top ce webinaire. Ben, content, c'est cool. Merci Eric et plein de succès dans ta carrière. Ben, merci beaucoup, James. Est-ce que tu vas faire tes fixes? Pourquoi tu ne travailles pas dans la production au cinéma? Est-ce un choix? Est-ce que tu avais en tête depuis le début? Oui, je fais du YouTube depuis 10 ans. Depuis que j'ai commencé, et pour moi, c'était YouTube, c'est sûr et certain. C'est super, merci à Tom, t'as géré. Bah, c'est 19 h les gars, c'est la fin de ce webinaire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Très cool. Moi, je refais ça quand vous voulez, BenQ. Merci encore à eux d'avoir organisé ça. Allez voir, vous aurez moins 10% grâce à un code qui vous sera envoyé pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire pour vous acheter par exemple un vidéoprojecteur que j'avais présenté déjà en vidéo. Donc voilà, c'est bonus. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Merci encore BenQ. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ça sortira demain et je vous expliquerai comment j'ai fait Sonic. Comment ils ont changé le design de Sonic. Donc encore une fois, des infos croustillantes sur le milieu du cinéma. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était très cool. C'était à top. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.